Ravi de vous retrouver dans Smart Job, comme chaque jour, en direct du lundi au vendredi. Très heureux d'être avec vous, avec vos rubriques habituelles. On retrouvera aujourd'hui dans Bien dans son job un sujet intéressant. La tech, c'est un métier d'homme, dit-on. Pas forcément. On en parle dans quelques instants avec une DRH, justement, qui s'engage sur cette question. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. L'habit ne fait pas le moine, pas forcément. En tout cas, attention aux apparences. On en parlera avec Mathieu Amaré dans quelques instants. Et puis, dans notre cercle RH, on va s'intéresser aux restaurateurs et surtout aux bars. Ils ont tiré le rideau à 22h hier soir. C'est un nouveau coup dur pour le secteur avec des dépôts de bilan qui s'annoncent. On en parle dans quelques instants avec mes invités. Puis dans Fenêtre sur l'emploi, on va parler des femmes et du Covid. Elles sont impactées, plus impactées encore que les hommes en matière d'emploi et de perte d'emploi. On fera le point dans quelques instants avec Favre Amélie Guittet. Mais avant de découvrir tous nos invités, le journal présenté par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Arnaud, au programme de l'actualité, vous l'avez dit, dès aujourd'hui, tous les bars sont fermés à Paris et sa petite couronne. La métropole a franchi depuis dimanche soir le seuil d'alerte maximale. Les restaurants restent ouverts en respectant un nouveau protocole sanitaire renforcé. Le président de l'Union des métiers, des industries, de l'hôtellerie de Paris s'est dit extrêmement alarmé pour les bars qui vont être fermés pendant 2 semaines. Et puis, dans le dossier Veolia, Suez, Engie a pris sa décision. Le conseil d'administration du groupe a accepté hier soir de vendre sa part de 29,9% de Suez à Veolia. C'est un revers pour l'État dont les représentants au conseil d'Engie ont voté contre la vente. Veolia lancera une OPA à 18 € par action. Le dépôt de l'OPA interviendra dans les 12 à 18 mois prochains, au plus tard à l'obtention du feu vert des autorités à la concurrence. Et pour finir, pas de retour à la normale pour le marché des cosmétiques avant 2022. Estimation du cabinet STRS réalisée pour FEBEA. Et en dépit de l'envolée de la vente en ligne, le marché des produits de beauté ravale ses ambitions. Les ventes de rouge à lèvres ont chuté de 33% en un an. Au global, les ventes de produits de beauté ont diminué de 25%, mais dans le même temps, celles des produits d'hygiène ont été multipliées par 2. En termes d'exportation, la baisse a atteint 14%. En résumé, l'industrie française de la cosmétique, dont le poids est estimé à 40 milliards d'euros, a perdu 10% de son activité au premier semestre. Voilà pour les informations d'aujourd'hui. C'est à vous Arnaud. Bien dans son job, oui, comment être bien dans son job? On en parle avec Ève Royer. Bonjour Ève, merci d'être venue sur notre plateau. DRH d'Humanis, Humanis sans H, qui est une société du numérique et de la tech. C'est 3000 collaborateurs en France, en Europe. Vous avez décidé de tordre le cou à une idée reçue. La tech, c'est souvent, les métiers de la tech sont des hommes. Très souvent, ils sont devant leur écran d'ordinateur et ils travaillent. Vous dites, nous, on aimerait bien aussi ouvrir ces métiers aux femmes. Pourquoi d'abord ce constat ? Je dirais que chez Humanis, depuis toujours, nous sommes persuadés que la diversité, l'égalité homme-femme et puis la mixité sont des vecteurs de performance pour une entreprise. Donc depuis toujours, nous sommes engagés dans cette mixité qui nous semble très importante. Comment vous expliquez que ce soit des métiers d'hommes? Parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup dit pour le transport, le BTP, des métiers d'hommes, parce qu'il y a des efforts physiques, et encore, d'ailleurs, c'est un métier aujourd'hui qui s'ouvre aux femmes. La tech, c'est un métier où il n'y a pas forcément d'efforts physiques. Pourquoi ce sont les hommes qui ont le monopole de ces métiers? Je dirais que malheureusement, les préjugés, les stéréotypes perdurent, et très largement. Le geek, l'image du geek, de l'ingénieur informaticien, introverti, asocial, encore, je dirais, de belles années devant soi. Ce qui est bien dommage, puisqu'aujourd'hui, les métiers de l'informatique sont des métiers au-delà du développement, ou en tout cas de la partie technique, des métiers où il faut de plus en plus communiquer. Et les femmes, dans ces aspects-là, sont en règle générale plutôt très fortes. C'est ça la réflexion que vous menez, c'est qu'une femme aussi, dans son approche, j'allais dire presque commerciale, elle a une autre manière, une autre attitude, une autre manière de faire. C'est ça, vous l'avez constaté? Tout à fait. Et au-delà de ça, on sait qu'aujourd'hui, la proportion de femmes dans les filières des sciences qui a été longtemps un préjugé aussi, que les femmes étaient moins douées pour les maths ou pour les sciences, n'est plus le cas, puisqu'aujourd'hui, on voit que la proportion de filles ayant des baccalauréats scientifiques augmente. Cependant, les filières d'ingénieurs et notamment l'informatique
ne sont absolument pas privilégiés pour ces populations. Alors, Ève Royer, une fois qu'on a fait ce constat, ce diagnostic, concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place au sein de votre entreprise Humanis pour faire sortir les femmes des fonctions support, des fonctions de communication et de marketing, et pour les amener à des postes importants autour de la tech? Comment on fait là dans votre entreprise? Alors déjà, nous avons la chance d'avoir 32% de femmes au sein de l'entreprise. Déjà? Oui. Déjà, alors on aimerait faire mieux, mais c'est mieux que la moyenne du secteur, puisque la moyenne du secteur, c'est 27%. Et pour ce faire, on va travailler sur tous les aspects. Tout d'abord sur le recrutement. Nous sommes signataires du manifeste des femmes pour le numérique, de la reconversion des femmes pour le numérique, en partenariat avec le Syntec et Social Builder. Le Syntec qui est venu sur notre plateau, d'ailleurs, il y a quelques semaines. Oui. Qui, notamment par le biais des femmes du numérique, permet de rayonner, entre guillemets, auprès de cette population. Ça commence aussi par le recrutement. Tout simplement d'avoir des grilles de rémunération qui sont équivalentes pour les femmes et les hommes. Et ça, c'est un engagement qu'on prend dès le début. Et puis ensuite, on a mis en place un certain nombre de mesures, comme par exemple l'augmentation systématique à minima de 2% des femmes pendant l'année de leur congé maternité. C'est là, en général, où les salaires décrochent. On sait que là, ces salaires décrochent. On a une politique d'intégration extrêmement forte de société au sein de l'entreprise. Et de ce fait, on va, dans le cadre des revalorisations annuelles, regarder systématiquement les écarts de salaire par profil d'emploi pour essayer de minimiser ces écarts de manière permanente. Et comment vous faites pour avoir un recrutement qui corresponde au métier de la tech? J'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup d'hommes aussi dans ces formations. Tout part aussi des formations initiales. C'est compliqué, ça? Tout à fait. La problématique, elle commence on l'a vu, dès le lycée, ensuite vers les écoles d'ingénieurs. De ce fait, il est important de travailler avec des partenariats sur la reconversion des femmes, puisqu'aujourd'hui, on sait que les métiers les plus touchés demain par la robotisation ou la digitalisation, ce sont les métiers des femmes. C'est ça. Donc, il est important de pouvoir les accompagner dans cette reconversion. Et au-delà de ça, de travailler sur toutes les strates, entre guillemets, d'attraction des métiers. On le verra d'ailleurs à la fin de notre émission. Une étude mondiale montre que les femmes sont plus impactées que les hommes en matière d'emploi, liées justement à ces métiers qui sont percutés par la numérisation. J'ai vu qu'il y avait un effort de fait aussi, c'est très important pour une femme et une maman, d'organiser les crèches, l'accès aux crèches. Comment vous faites là? Alors, on a monté un partenariat avec les crèches Babylou qui permettent à nos collaboratrices, mais bon, c'est bien sûr aussi pour nos collaborateurs d'avoir des places en crèche, mais on applique aussi des choses toutes simples, mais qui favorisent l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, avec le droit à la déconnexion stricte, c'est-à-dire qu'après 20h, il n'y a plus un email et avant 8h, il n'y a pas d'email. Quand vous dites strict, c'est vous qui débranchez? Ah non, on ne débranche pas. Vous ne débranchez pas, vous tirez la prise. On a failli le faire, mais en fait, on a décidé de sensibiliser tout le monde à cette droit à déconnexion et ça fonctionne plutôt bien. Et puis, on a mis en place aussi le fait qu'il n'y ait pas de réunion, si possible, après 17h, tout simplement. C'est des choses, je dirais, qui semblent basiques, mais qui, pour les femmes, sont très importantes. La suite, parce que c'est intéressant, 32% de femmes, vous le disiez. Dans ces métiers de la tech, est-ce que vous avez aujourd'hui des offres d'emploi? Est-ce que votre entreprise est en train de prospecter? Comment ça se passe là en ce moment? Alors nous avons encore d'ici la fin de l'année, bien sûr avec la crise sanitaire, nous avons revu nos ambitions de recrutement qui étaient de plus de 1000 recrutements cette année. D'ici la fin de l'année, on a toujours une centaine d'emplois à pourvoir sur des expertises techniques bien précises. Et bien entendu, les femmes ont largement leur place dans ces proportions d'emplois et de postes à pourvoir. Ève Royer, avant de nous quitter, c'est quoi? C'est des profils ingénieurs que vous recherchez? C'est ce profil-là? Bien sûr, des ingénieurs en informatique, en big data, en intelligence artificielle, en infrastructure, en cloud, aussi en digital experience, en BPO et tout ce qui concerne, je dirais, les métiers aussi du fonctionnel, puisqu'on en parle peu, mais au-delà de l'expertise, il y a également des métiers fonctionnels. Merci Ève Royer d'être venue. Humanis, sans H, c'est important, entreprise du numérique et de la tech, c'est 3000 collaborateurs avec une prospective de recrutement de quoi, 100 collaborateurs d'ici la fin de l'année. Donc vous êtes évidemment la tête dans les recrutements. Merci Ève Royer d'être venue sur notre plateau. Tout de suite, la suite de nos programmes, vous les connaissez, c'est Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. C'est tout de suite. Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Mathieu Amaré est avec moi aujourd'hui. Je suis très heureux de l'accueillir et de le retrouver. On va parler d'un sujet là vraiment qui est du non-verbal. C'est attention, l'habit ne fait pas le moine, ou dis-moi comment tu t'habilles, je te dirai qui tu es. Pour faire simple. Oui, pour faire simple, on va parler du dress code en entreprise. Vous savez, Arnaud, les Vous avez uniformes... fait un effort ce matin ou pas? J'ai mis un peu de velours. Du velours. C'est quand même pas mal, j'ai essayé en tout cas. Vous savez, les uniformes, costumes, cravate, tailleur talon n'ont plus vraiment la cote en entreprise. Ils incarnent parfois même un lien de subordination dans lequel les employés ne se reconnaissent plus. Et on le voit aussi dans les entreprises, elles y renoncent à mesure que le temps se passe, ce qui fait naître un certain nombre de questions. Est-ce que l'habit fait encore le moine en entreprise ou le dress code est-il mort? C'est ce que nous allons voir avec notre première invitée que je suis ravi d'accueillir, Agnès Scarelli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur associé au département ressources humaines de l'ICN Oui. Business School. Agnès, je le disais, on assiste depuis quelques années à un délitement ou un délaissement ou un relâchement du dress code en entreprise. Certains hauts lieux qui ont des codes très très forts en termes vestimentaires, je pense aux banques, je pense à l'hôtellerie, je pense à d'autres secteurs d'activité très normés, s'y adaptent aussi. C'est-à-dire laissent beaucoup plus de latitude à leurs salariés pour s'habiller. Pour quelles raisons ? Tout simplement, si on revient aux fondamentaux, le vêtement, il révèle quoi? Il révèle les usages, les valeurs, les normes de notre société et puis d'une organisation, d'une entreprise. Et en fait, aujourd'hui, les normes, les codes, ils bougent. On est sur des valeurs comme l'agilité, la créativité. Et en fait, la tenue vestimentaire ne fait que refléter ce mouvement. La mutation vers laquelle on va, où il faut aussi un mouvement, il faut être à l'aise, réactif. Quelles sont les pressions qui exercent ces entreprises pour qu'elles justement s'adaptent à des codes qui sont finalement assez modernes? Est-ce que c'est culturel d'abord? Est-ce que ça vient de la pop culture, par exemple, de certaines générations qui dans les années 80-90 ont décidé de s'habiller autrement par des références qu'ils avaient ou qu'ils n'avaient pas dans les années 50? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont ces pressions exercées? Ou alors c'est juste les salariés qui veulent se dire, voilà, laissez-moi libre. Parce qu'en étant libre, je serai plus épanoui et sûrement plus productif au travail. Pas que. Alors, il y a, je dirais, une forme de croyance de l'entreprise qui tend à imaginer que le client attend d'un commercial ou d'un collaborateur de l'entreprise d'être un peu cool, d'être accueillant, d'être abordable. Et je dis bien que c'est une croyance. Parce que d'où ça vient de se dire finalement il faut qu'on s'adapte à la société, à notre environnement. Et concrètement, la vraie question c'est est-ce que le client attend vraiment ça? Parce que ça aussi, on peut se poser la question. C'est vrai. Et on a des éléments de réponse. On sait, par exemple, que, moi je vous parle du secteur bancaire, c'est un secteur que je connais parce que je fais beaucoup de recherches dans ce domaine. Et en fait, beaucoup de banques se sont imaginées qu'en rendant le code vestimentaire plus souple, avec du casual, quelque chose de décontracté, un peu plus décontracté, on allait toucher client. Venez comme vous êtes, un peu à la slogan d'une autre célèbre marque alimentaire. Et en fait, le client n'attend pas forcément ça quand on l'interroge. Pour lui, l'argent, c'est quelque chose de sérieux. Il a envie de faire confiance. Donc la représentation de la personne qui lui dicte ou qui le consigne est importante. Elle a un rôle important. En fait, elle fait partie, je dirais même, du produit. Ça fait partie du packaging, à la fois du produit, mais personnel. Donc, il faut une cohérence. Alors, de casser les codes, c'est très bien. Il y a plein de milieux où ça peut se comprendre, s'entendre. Mais, encore une fois, moi, je dis toujours, attention. Attention, ne poussons pas finalement le bouchon trop loin parce que ce n'est pas forcément en corrélation avec des attentes. Mais juste, il y a une parenthèse, c'est une incise, mais on a vu le débat qui a été relancé dans les écoles. Oui, bien sûr. Sur le dress code, qui était le bon dress code, avec certains journaux, vous avez vu, qui mettaient la taille de la jupe, la taille des... Ça fait écho à votre travail. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, il y a un dress code, je dirais... normé, normatif, moyen, ou est-ce qu'aujourd'hui on est dans une dérégulation comme le serait l'économie finalement? Il y a un peu des deux. Il y a une forme de dérégulation parce que, je vous dis, on a envie d'être un peu dans cette tendance qui se dit, qui se veut agile. Il y a aussi des études qui ont démontré aux entreprises que finalement, si elles proposaient des dress codes à leurs salariés un peu plus cool,
c'était aussi une forme d'attractivité, c'est-à-dire Bien peut-être sûr. pour recruter de jeunes talents, des générations Y, employeur. Z, exactement, en se disant finalement, venez comme vous êtes également, on retrouve ça. Surtout dans le milieu de la start-up, où il y Voilà. a une certaine, enfin, Vous vous l'avez avez dit tout en dit. un mot, de tyrannie du cool. Mais il y a un costume là, c'est le costume du cool, si je peux me Voilà, permettre. et c'est le Basket, t-shirt is the new suit. Ouais. T-shirt, c'est le nouveau costume. D'accord. Et en même temps, il faut imaginer une chose, c'est que la façon dont on est Et le tatouage aussi un peu, j'ai vu ça qu'il y a- peut, ça parce peut. qu'il y a quand même Oui, l'arrivée du le tatouage, tatouage. c'est une identification, c'est je suis moi et pas comme les autres. Et d'ailleurs, avec cette tendance aussi de décontraction, c'est aussi l'idée de identification personnelle. Je suis moi. Ouais. Et je ne suis pas dans cette espèce de costume, cet uniforme que tout le monde adopte. Et je Donc, me il y a distingue cette par idée. une- bien sûr. Un Exactement. épanouissement Il y a personnel. la cette idée. distinction. Mais il y a aussi un autre point qu'on oublie, c'est que la façon dont on est vêtu, elle peut interagir sur notre perception Oui. mentale propre. C'est-à-dire, si je suis vêtue de manière décontractée, je vais avoir tendance à être beaucoup plus créatif, agile dans le mouvement, alors qu'une tenue plus formelle, je serai sur une démarche de concentration, posée, parce que le vêtement, de toute façon, il nous contraint. Lorsque j'ai une veste, une tenue près du corps, on est contraint. On n'a Ou un pas bleu le de même- travail qu'on n'a pas évoqué. Exactement. Ouais, parce qu'on va dans les grandes enseignes de bricots, Oui. ceux qui nous accueillent sont tous dans un uniforme, et ça c'est voulu par la direction. Oui. On a des techniciens, on a Voilà. presque des C'est une ouvriers. cohérence. C'est une Voilà. cohérence. Et on l'identifie visuellement tel Qui quel. permet même d'assurer le job, c'est un peu Ouais. l'idée qui sous-tend la chronique ou la tribune pardon, que vous avez publiée Oui. sur The Conversation le 7 avril dernier, parce que là on a un Oui. nouveau phénomène, Agnès. Oui. On est en télétravail Absolument. encore. On était dans un confinement forcé où les gens se sont En jogging. sans jugement, peut-être un peu laissé aller en Bah oui. jogging, etc. Oui. Et vous dites qu'effectivement ça a un impact sur Bien la sûr. productivité. Si je me mets en Oui. jogging le matin, Oui. je vais avoir tendance à me dire bah voilà, en fait, je vais peut-être Le un peu vêtement plus conditionne, tranquille. Bien c'est ça. sûr. hein. Le vêtement, Ouais. etc. Il nous conditionne, bien permet entendu, d'assurer. à plein de choses, puisqu'il nous met déjà dans un contexte. Finalement, c'est comme l'acteur qui est sur Il scène. met son costume. Il met son Ouais. costume, il va incarner le personnage, d'autant plus fort que le costume est adapté au rôle. Rentrer dans le costume, on Absolument. l'utilise très souvent d'ailleurs Voilà. dans le journalisme. Ou le costume de l'emploi, enfin, Exact. aussi formulé comme ça. Alors, d'un côté, on a une évolution des mœurs, Oui. des codes vestimentaires sous-tendus par certaines pressions sociétales. On l'a vu aussi avec certains mouvements, même féministes, Bien sûr. qui luttent contre les talons, avec la souffrance, le mouvement Kutu. notamment japonais Kutu, Voilà. abréviation de souffrance et de chaussures. On a quelque part aussi, vous dites, ce vêtement qui assure le job, donc l'importance d'avoir quelqu'un qui, uniformément est corporate. On est dans un entre-deux un peu bâtard, si je me permets. Comment faire pour les entreprises, pour leur dire, voilà, quelqu'un qui arrive, je sais pas, avec des baskets, etc., dans une entreprise qui est quand même assez normée, comment faire pour un RH, comment faire pour lui dire, voilà, tu peux faire ça à ton salarié, tu peux lui dire, etc. Quelles sont les consignes en fait à donner sans être trop directif? Voilà, il y a plusieurs approches, donc plutôt non directives. Il y a l'approche semi-directive qui est une charte vestimentaire qui peut être Oui. édictée de façon assez flexible, mais là qui laisse quand même, je dirais, encore peut-être des zones d'ambiguïté. Mais ça existe. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font en... Je caricature, c'est tenue correcte exigée. C'est une Donc, veste, voilà. une chemise. Et peut-être avec des fois des détails. Et puis l'autre point, c'est la formation. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui organisent des sessions de formation d'une journée, une demi-journée sur les Des sessions de thématiques. formation. Oui, sur la thématique Sur comment de s'habiller. comment s'habiller et le pourquoi. Oui, le lien C'est entre beaucoup le tu choisis pourquoi. ça et ça. Le pourquoi est très intéressant et important parce que si on veut être dans le comment, il faut avoir compris le pourquoi. Bien sûr. Et je rappelle quelque chose d'intéressant qui est inscrit dans le Code du travail quand même. Le Code du travail français indique que l'employeur peut imposer une tenue à condition qu'elle soit justifiée Oui. par la nature de la tâche à accomplir, Absolument. pour des raisons de sécurité, Souvent, oui. pour des raisons d'hygiène et pour aussi des raisons d'image de marque. Oui. Il y a des conditions. Si j'impose à mon salarié dans une banque de porter le costume et la cravate, par contre, je dois subvenir à ses besoins qui nécessitent l'entretien de Oui. cet équipement. Donc, ce sont des outils de travail, en fait. Exact. D'ailleurs, il y a La banque ouais. doit payer la cravate Oui, et il y a le une partie costume. du On salaire, voit ça que le cas représente un contraignant. pourcentage minime au demeurant, mais ça existe, qui permet effectivement de, en tout cas symboliquement, Les frais d'habillement. oui, les frais d'habillement C'est important. peuvent être pris en charge comme ça sous cette forme. On serait bien resté avec vous plus longtemps Ouais. parce qu'on avait plein de questions, savoir si nous on était Ouais, dans quel parce dress que là, code et où on se est rangeait. différents quand même, hein. Velours Très, et oui. tissu, on est différents mais très sûr. complémentaires par ailleurs. Agnès Ceccarelli, merci. Professeure vous. et chercheuse, c'est important, Oui. parce que vous travaillez justement sur cette relation à la tenue vestimentaire. Merci d'être venu sur le plateau Merci. de Smart Job. On poursuit bien notre chemin avec Mathieu Amaré. Travailler demain, c'est la suite de notre programme dans Working Progress. C'est tout de suite.
Mathieu, on reste dans l'esprit. On avait une chercheuse qui nous parlait de cette interaction non verbale finalement entre le code vestimentaire et les vêtements et le regard de l'autre. Là, on reste sur le vêtement avec votre invité. On est resté dans la... Complètement. Alors, on reste complètement dans le vêtement puisque je suis avec Olivier Ramel. Olivier, bonjour. Vous êtes cofondateur et CEO de Kimono. Tout à fait. Spécialisé en personnalisation. C'est écrit, vous avez vu. C'est écrit juste ici. C'est écrit, voilà. On va en parler de toute façon tout de suite. Vous êtes spécialisé en personnalisation textile pour les entreprises. En gros, c'est de la culture design. Ouais. Enfin, je ne sais pas si c'est ça. C'est un terme qu'on a inventé. C'est un terme que vous avez inventé. Ouais, donc, vous êtes pionnier, donc ça va être intéressant. En gros, la solution que vous proposez, c'est vous allez prendre la culture d'une boîte et vous allez la personnaliser sur du textile, donc sur des sweats, sur des t-shirts, sur des casquettes, etc. Ouais. Comment vous avez eu cette idée, puisque vous avez quasiment créé ce terme de culture design, donc c'est intéressant. Comment la genèse du projet, comment elle est venue C'est déjà avec les marques de tennis ou... Ouais, tout à fait. Non, mais c'est une industrie qui existe depuis longtemps. Ouais. Nous, comment vraiment c'est né en fait, on s'est rendu compte que la culture et l'identité d'une entreprise, c'était devenu hyper important. Ça, les dirigeants l'ont compris, parce que ça permet d'attirer ses talents, garder ses talents. Et en fait, on a commencé à segmenter et définir la culture. Ça peut être la manière dont son espace de travail est représenté, la manière dont on communique, et aussi la manière dont on est représenté. Et en fait, de fil en aiguille et en entonnoir, on s'est dit, toutes les entreprises sont aussi des marques. Et donc, qui dit marque dit branding. Et donc, on en vient aux vêtements. Et donc, du coup, on s'est intéressé à cette industrie du marché du textile personnalisé B2B. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un gros gap entre les clients et les fournisseurs, à savoir que les produits étaient souvent de mauvaise qualité, souvent publicitaires, et qu'aujourd'hui on parle de marque. Oui, c'était des goodies souvent. Goodies, exactement. Nous, c'est un terme interdit chez nous. D'accord. C'est de la qualité. Voilà, c'est des produits de qualité, tendance, qui reflètent l'identité. Qualité comment, c'est-à-dire c'est sur les matériaux que vous utilisez. Sur les matériaux, par exemple, si je prends l'exemple de ce sweat, c'est 100% en coton bio. La plupart de notre catalogue est en coton bio. Sur les techniques proposées, où en fait c'est des produits qu'on aurait pu acheter dans le monde du retail. Et donc, comment elle est venue? On a compris ce problème et on s'est dit, on va dépoussiérer cette industrie en proposant des vêtements qualité et justement au service des entreprises pour qu'elles soient bien représentées. Après, on le voit, Olivier, vous ne faites pas des costumes ni des cravates, vous faites plutôt du sweatshirt, etc. Donc, cette culture, elle a des codes. Sportwear. Elle est générationnelle aussi. Casual. Vous équipez beaucoup de groupes, d'ailleurs, pas forcément que des startups. Tout à fait. Mais voilà, vous avez quand même un segment, celui de se dire que on est plus casual que corporate. Ouais, tout à fait. En franglais. Donc clairement, en fait, on s'adapte aussi à la mode. Et en fait, la mode, même la mode dans le sens large, est devenue plus casual. Même les marques de luxe se sont mis au streetwear, au sportswear, au casual wear. Et en fait, on pense que le sweat est devenu la nouvelle norme. Mais en fait, c'est juste que la tendance et l'habillement a évolué vers un code plus casual. Et donc, dans les entreprises, principalement, on a fait tomber les cravates, les chemises, etc. Donc les looks ont évolué et donc du coup nous notre catalogue on s'est juste adapté à la mode. Donc on parle du sweat parce que c'est plus commun, on a plus de 400 références et ça va même des chaussettes au sac à dos, au kawaii, à la doudoune. On les met pour aller, excusez-moi pour être concret, on avait une chercheuse, on les met pour aller au boulot, vos clients disent moi je veux que tous mes collaborateurs aient le sweat, ou on les met pour être un vecteur de marque même le week-end, enfin, on l'utilise comment votre produit? Ça dépend, nous on a vraiment 3 types de demandes, ça va être un cadeau aux équipes et là ils en font ce qu'ils veulent, ça peut être le week-end, en soirée ou au boulot. Ouais, on est content, c'est cool, on a la marque de la boîte. On représente, ça peut être aussi à titre événementiel, donc bon là il y en a un peu moins, mais pour représenter la boîte à un instant T, ou ça peut être dans un cadre professionnel, voilà les salons exactement, ou dans un cadre professionnel où c'est vraiment une tenue de travail. J'ai vu vous en parliez juste avant. Et oui. Donc on représente quelque chose. Voilà, donc on a ces demandes, mais dans tous les cas et la plupart des demandes pour les équipes, c'est vraiment on vous l'offre parce qu'on est fiers de représenter nos couleurs, notre équipe. Vous en faites ce que vous voulez, vous le mettez tous les jours ou le week-end. Mais comme c'est de bonne qualité, on le fout pas à la poubelle, on le met pas dans un coin, parce que c'est souvent les goodies, on les reçoit et on se dit bon. Et ça finit en fond du tiroir. C'est pas écolo, et deux, l'entreprise dépense de l'argent et c'est gâché, alors que là on est fiers de le porter. Et c'est graffé, excusez-moi, c'est graffé par des graphistes, un peu graffeurs, un peu. Alors plus designé par des graphistes, c'est pas vraiment des graffeurs. C'est designé par des graphistes, donc soit en collaboration avec l'entreprise, soit nous on peut retravailler et designer sur mesure pour eux. D'accord. Et on co-crée ensemble en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un mini paradoxe, Olivier? On l'a vu avec Agnès, on s'est dit la singularité et le fait de pouvoir choisir de comment m'habiller était une source d'épanouissement personnel. Tout à fait. Vous faites vous personnalisez des produits pour une entreprise, mais qui va peut-être pas l'imposer, mais en tout cas aiguiller ou consigner certains salariés pour dire
bah voilà, ce serait cool que tu mettes le pull de la boîte, quoi. C'est un peu ça, ouais. Est-ce que vous n'avez pas noté un paradoxe dans peut-être l'injonction qu'il y a de certains employés à mettre des trucs de la boîte alors qu'ils n'auraient pas forcément envie de le faire? Votre réponse? Alors c'est une bonne remarque. On parle d'uniforme, mais en fait pas du tout. Un uniforme c'est souvent régi et obligatoire. Et nous on le voit avec nos clients. On va dire on va être obligé de le porter pour une photo d'équipe ou un moment important. Et donc ça a plus de sens pour l'identité de la boîte de le faire. Mais nous on le voit très rarement, voire même jamais. Personne n'est obligé. C'est plus un cadeau pour te dire. Est-ce que tu es fier d'être là? Est-ce que tu crois à la vision, la mission de la boîte? Et bah donc du coup porte les couleurs. Si tu le portes le plus souvent possible, voire même une fois, bah c'est très bien. Mais on l'oblige pas. Donc en fait, tout le monde est assez libre de s'habiller comme il veut. Et si en plus aujourd'hui, comme moi, on a envie de représenter ces couleurs, et bah c'est très bien. Et on est content parce que c'est joli. C'est très joli. Kimono, c'est vous qui l'avez designé, votre logo? C'est votre logo, ça? C'est le logo de la boîte? C'est le graphiste, c'est le logo de la boîte, exact. On est nos premiers clients, donc on teste pas mal de choses aussi. Cousu main, non, c'est une machine qui vous fait le le logo. logo. C'est de la broderie 3D, donc on C'est ça, c'est de la broderie 3D. Donc on la sent, joli. on peut la toucher. On peut la toucher. Vous faites pour les clubs de sport aussi, non? Comment? Club de sport aussi, parce Voilà, qu'il y a aussi beaucoup de logos. Toutes les tenues de sport, honnêtement, on va vraiment de quelque chose de très technique, comme le sport, comme des vêtements professionnels, ou aussi très casual. Vraiment, on a tous les styles pour tous les goûts. Merci Olivier Ramel, fondateur de Kimono. Bah, c'est écrit dessus directement. Il est venu avec sa marque, avec de la qualité et du casual. Ça sera le mot qu'on retient de cette séquence sur le vêtement. Vous étiez très casual aujourd'hui, Mathieu. Est-ce qu'il était casual? Il est parfait. Et il est casual. Eh oui, mais Mathieu est parfait. Welcome, mais bon, il n'y a pas encore welcome gravé, effectivement, en 3D. Mais ça va venir. Welcome to the jungle et ses invités. Merci Mathieu d'être venu. Merci à Olivier. La suite de nos programmes après cette courte pause, on s'intéresse évidemment à la fermeture des bars parce que ça a une incidence sur l'emploi avec des dépôts de bilan qu'on nous annonce. Les bars ont tiré le rideau. Enfin, pour certains d'entre eux, c'est très compliqué. Certains sont bars et restaurants. On vous explique tout dans quelques instants. Restez avec nous. Le cercle RH, notre débat quotidien dans l'actualité aujourd'hui, parce qu'on va s'intéresser aux restaurants et aux bars et aux restaurants, et à ceux qui font les deux d'ailleurs, parce qu'il y a des bars qui font restaurants, tout ça est compliqué. Ils ont tiré le rideau, en tout cas pour les bars, à 22h, avec un protocole qui hier soir n'était pas arrivé pour savoir exactement comment les choses allaient se passer. Et puis derrière, il y a, vous le savez évidemment, des enjeux en matière d'emploi au cœur de notre émission, des dépôts de bilan. Et qui dit dépôt de bilan, dit effectivement fermeture d'établissement avec des collaborateurs, des serveurs, des cuisiniers, bref, toute la chaîne qui risque évidemment de se retrouver au chômage. C'est un sujet d'inquiétude, pour ne pas dire de colère, parce qu'on a vu des restaurateurs aller dans la rue aux Invalides il y a ces week-ends derniers. On fait le point aujourd'hui parce que c'est un sujet au cœur de notre économie, ce petit commerce. Avec nous, Stéphane Gégaud, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Merci d'avoir quitté votre restaurant. L'Ami Jean, c'est dans le 7e arrondissement. 7e, oui, tout à fait. C'est dans le 7e, c'est un restaurant connu. Vous vous êtes exprimé assez régulièrement dans les médias. Malheureusement, oui. On va vous entendre. On aura un représentant, si tout va bien, de l'UMI, qui est vos représentants syndicaux. Il va nous rejoindre dans quelques instants. Et puis on est avec Xavier de Namur, qui est avec nous, et on le salue. Xavier, vous entendez? Vous avez un problème de liaison, mais il sera avec nous de Toulouse. C'est assez intéressant, d'ailleurs, vous qui le connaissez bien, parce que c'est un restaurateur parisien, qui est parti à Toulouse, et nous dit-on, pour apprendre la recette du cassoulet. Enfin, ça va vous faire marrer, j'imagine. Mais pour revenir à un sujet beaucoup plus sérieux, vous suivez de près, évidemment, tous ces rebondissements. Comment vous avez vécu? D'abord, vous êtes restaurateur. Donc vous, aujourd'hui, au moment où on se parle, ce midi, vous ouvrez, vous avez service? Mais j'ai envie de vous dire, tout ça pour ça. Tout ça pour ça, tout ce bordel, tout ça pour ça. Parce qu'arrivé à un moment, ça fait quand même pas loin d'une semaine et demie qu'on a cette épée d'Apoclès au-dessus de la tête. On nous dit on va fermer, pas fermer. Nos clients savent même plus. On a eu des annulations à foison. On se retrouve là dans un système. Bon, c'est simple. Ce soir, on était plein avec des distanciations précises qui correspondaient à la semaine dernière. Là, ce soir, le restaurant est à moitié vide. Donc on vous a annulé? Annulé, les gens ont annulé, ils ne savaient plus, ils ne savaient pas quoi, avaient peur. Donc là, on a instauré un climat de peur dans nos établissements.
alors qu'on était justement à renouer la confiance, on était à renouer justement un certain train-train quelque part, comme on est. Retrouver vos habitudes, quoi. Nos habitudes. Bien sûr, bien sûr. Et votre clientèle. Et notre clientèle. Mais évidemment, les bars, pour certains d'entre eux, ont pris ça sur la tête. Vous avez des copains qui ont des bars et qui ne peuvent pas faire de restauration et qui tirent le rideau. Est-ce qu'il y a une solidarité ou est-ce que vous dites, après tout, bon, bah, les bars, c'est les bars, nous, c'est les restos? Non, il faut bien comprendre quand même que l'écosystème de la restauration, c'est l'ensemble. Bien sûr, de ce qui se passe. Et la solidarité, on est solidaire de tous. On est solidaire des traiteurs, des bars, de l'hôtel. Tout ça est un ensemble. Et surtout, ne pas oublier que nos collaborateurs sont également nos producteurs. Parce que les producteurs ne sont pas exclus de ce marasque-là. Moi, je vous donne un exemple simple. La semaine dernière, avec ce qui s'est passé, j'ai annulé une bête. Voilà, j'avais réservé une bête chez un de mes producteurs, un de mes éleveurs. J'étais obligé de l'annuler parce que je ne savais pas. Ça va jusqu'à la chaîne d'abattage avec la bête. Du poissonnier, au maraîcher, à l'éleveur, au céramiste. Et j'avais toute une gamme d'assiettes d'une céramiste avec qui je travaille. Et j'étais obligé de l'annuler. Parce qu'on ne sait pas. La vision qu'on a, elle est zéro, elle est nulle. Comment voulez-vous qu'on arrive, justement, sainement, à faire ce métier qui est un métier magique? Mais ce métier magique-là, on est en train de le détruire. On est en train de détruire l'entrepreneuriat individuel. Les chiffres, vous les avez peut-être comme le chef Etchebest qui parle d'un risque de 150 000 emplois qui risquent de disparaître. Est-ce que vous avez ces chiffres? Est-ce que vous avez des contacts avec des amis, des proches, des collègues qui vous disent, moi, j'ai plus que 3 mois devant moi? Non, mais là, on est extrêmement implanté sur les réseaux sociaux. C'est vrai que les réseaux sociaux, on a pris ça en main avec ma femme. Et là, on voit le retour des gens. Ah oui. On est devenu presque ce phare dans la lumière où les gens se sont dit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire? Et on ne le sait pas nous-mêmes. Et là, mais tous les jours, on a des messages de désespoir et des messages. Ce matin, on a eu une dizaine de messages, on dit stop, on ne peut pas ouvrir. On ne peut pas ouvrir parce qu'entre chaque chaise, on n'a pas un mètre. C'est un mètre. Ouais. Entre chaque chaise. Donc là, moi, ce matin, j'avais 55 couverts. Je suis tombé à 25. Si je veux aller exactement dans cette distanciation, je suis obligé d'enlever 10 couverts. Donc ça veut dire que vous, en termes de chiffre d'affaires... Ça veut dire que de 55, je passe à 25. C'est injouable. Voilà, comment je fais? Vous pouvez pas vivre. On va me dire, oui, mais tu as le chômage partiel, tu peux les mettre. Non, mais attends, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que l'écosystème qu'il y a autour est bien plus large que ça. Mais pour le dire simplement à ceux qui ne sont pas du métier, vous avez un loyer à payer, évidemment. Le loyer n'est pas divisé par deux. Hein. Le loyer est 100%. Vous l'avez décalé, vous continuez à payer votre loyer? On a continué à payer le loyer. Ouais. On a eu la chance qu'avec le bailleur, voilà, il nous a aménagé des choses pendant le confinement. Mais c'est pas le fait de repousser, parce que repousser, comment voulez-vous qu'on fasse? Il va bien falloir payer un jour. Le payer. Le PGE est génial, mais il va falloir le payer. Comment on va pouvoir le payer dans une configuration similaire à ce qui se passe là? Et là, avec 20 couverts ou un peu moins de 20 couverts, il n'y a pas l'équilibre pour vous là ce soir. Là, vous gagnez rien. Là, on gagnerait strictement rien. Là, mon point mort, moi, dans une configuration normale, était à 9 000 € jour. Voilà. Et là, on est à 6 000 € et encore, on a de la chance. Sans vous payer, hein? Sans nous payer. Sans vous payer. Moi, me payer, ça fait déjà un petit moment que je ne me suis pas payé. Vous ne vous payez plus depuis combien de temps, là? Ça fait 3 mois, à peu près. 3-4 mois. Donc, vous vivez sur vos réserves? Voilà, je vis sur les réserves, voilà. Mais ça, également, c'est un choix. Terrible. C'est un choix. C'est un choix parce que ce métier, on l'aime, ce métier, on le vit, ce métier fait partie de notre passion. Mais il n'y a pas que... Ce qui est important à comprendre, c'est que c'est dramatique sur l'ensemble de l'écosystème qui touche la restauration. Oui, c'est pas que les restaurateurs. Non, parce que ça va être simplement même de l'étudiant qui a besoin de cet extra pour payer ses études. Ça va être, voilà, tout le monde est touché. On a tous un voisin, un ami, une cousine qui est dans la restauration. Mais pas que dans la restauration, dans l'écosystème qui est autour de la restauration. Ça veut dire que ostratiser notre métier, c'est ostratiser une grande part de la société. Oui, bien sûr. C'est économie. Votre ami Etchebest évoque cette idée, hein, c'est pas 150 000 restaurateurs sur le carreau, c'est tous les emplois induits, indirects, qui aujourd'hui se retrouvent en situation extrêmement difficile. D'un mot, et de plusieurs d'ailleurs, les contraintes sanitaires, beaucoup de restaurateurs ont dit, mais démontrez-nous, et d'ailleurs à Marseille, puisque c'est Marseille qui a lancé la fronde, démontrez-nous que ce sont dans nos établissements, nos bars, nos restaurants, que le Covid est transmis. Alors il y a une étude américaine, j'ai lu en préparant l'émission, que le gouvernement s'appuierait sur une étude américaine démontrant qu'effectivement... je vais vous arrêter de suite, cette étude américaine, on l'a décortiquée. Vous l'avez vu cette étude, on l'a décortiquée bien avec sûr. Ma femme, là, samedi matin, tellement c'était saugrenu. C'est basé sur 341 et de poussière personnes. Voilà, sur un contexte qui est complètement déconnant et surtout, pour faire simple, à la fin de cette étude, les personnes qui la réalisent
stipule que cette étude n'est pas valable et ne peut pas être retranscrite dans les autres configurations, pays, etc. Tout le monde la reprend. Et tout le monde Et la France la reprend. Et la France la reprend. Ça veut dire qu'on nous met, nous, au pilori. Sur une étude qui n'est même pas valable. Qui n'est même pas valable. Et là, on est en train de casser une confiance qu'on avait réinstaurée avec nos clients, une confiance qu'on avait réinstaurée avec la population. Et là, on est en train de nous mettre dans une situation dramatique, économiquement parlant, mais surtout, l'ensemble de l'économie qui est parallèle à la restauration est également en danger. Moi, j'ai des producteurs qui me disent non, on ne peut plus. Ouais, d'accord. Alors, ils ont monté un écosystème, eux, autour de la restauration, et là, ils ne peuvent plus. Donc, les emplois qui vont peut-être les premiers disparaître, c'est les gens avec qui vous travaillez, qui sont les maraîchers, qui sont effectivement les poissonniers, qui sont tous ceux qui viennent apporter la qualité des produits et qui vous disent, ben là, si tu prends pas mes produits, moi, je meurs. Eh bien, c'est ça. Nous, nos commandes, c'est pas un tableau Excel. Hein. Là, on passe un coup de fil. On voit une OPA agressive sur le petit entrepreneuriat. Voilà comment on le vit. Mais ils le ressentent comme ça, ceux qui vous envoient des mots sur Facebook. Entendu. Ils vous disent, nous, on est en train de nous tuer. Mais c'est exact, mais tout à fait. C'est une OPA agressive sur l'artisanat, c'est une OPA agressive sur l'entrepreneuriat individuel. On veut quoi? On veut que la restauration soit uniformisée, c'est rachetée par des gros groupes. Et de là, c'est facile, tu appuies sur un tableau Excel, hop, le poireau, celui-là, on va le prendre parce qu'il est moins cher que... Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Derrière, il y a des hommes, des femmes, un écosystème qu'ils ont mis également en place sur leur famille, sur leur vie. Et ça, c'est ça qu'il faut entendre. Certes, on entend beaucoup la restauration, mais la restauration, c'est l'ensemble de ce qu'il y a autour, et c'est absolument ça qu'il faut comprendre. Vous envisagez parce que vous êtes des métiers individuels, les chefs sont des gens qui vivent individuellement dans leur cuisine. Voilà, la solidarité existe peut-être moins qu'ailleurs. Est-ce que vous avez envie de vous unir, de vous associer, et comment vous voulez faire entendre votre voix? C'est pour ça que c'est facile de s'en prendre à notre métier quelque part. Vous êtes isolé. On est isolé. Bien sûr. Et malheureusement, la gangrène de ce métier, c'est cet isolement. La gangrène de ce qui se passe là, c'est justement, il faut être unis. Et vous l'êtes pas. Et on est combien à s'unir pour parler dans les médias d'une seule voix? Il y a Philippe, il y a Xavier, il y a moi, il y a les syndicats. Qui va peut-être venir avec nous. Il y a combien? On est tellement peu, et surtout peu à comprendre et à dire, attendez, on est nous d'accord, mais il y a l'ensemble qui est autour qui est extrêmement important. Moi, je suis trésorier du Collège Pionnier de France, qui est un regroupement de producteurs, d'éleveurs, de restaurateurs. Mais des gens qui sont unis ensemble, qui ont besoin justement de ce côté uni, mais à un moment, c'est l'ensemble de la profession et des professions parallèles à la restauration qui font parler d'une seule voix. C'est capital. C'est trop facile. Là, on est en train de payer la paix sociale que le gouvernement a achetée cet été, en laissant faire tout et n'importe quoi. Et là, on nous met sur le dos, comme quoi, c'était nous les clusters majeurs. Non mais attendez, non, c'est une hérésie. J'en viens donc à ma question de démontrer-nous que nos établissements sont des vecteurs de transmission du Covid, puisque le préfet l'allemand hier a expliqué qu'il envisageait, d'après la compréhension qu'il avait de ce dossier, que lorsqu'on était debout au bar, il y avait plus de risque de contamination que lorsqu'on était assis. C'est ce qu'a dit le préfet. C'est vrai que le cursus du virus, à 22h, le virus d'un seul coup, il commence à naviguer. Et enfermé à 22. Mais il faut arrêter. J'ai fait des plateaux là toute la semaine dernière pour parler justement de ce qu'on est en train d'évoquer là, et la peur de fermer et les conséquences. J'ai fréquenté beaucoup de professeurs, et dont un professeur de Pompidou, a été très clair, et même... En off? Non, même en en off ligne. a été clair, mais il a été également clair sur le plateau. Comme quoi, fermer la restauration n'aurait pas fait en sorte que le virus ne se propage pas. Et ce n'est pas la restauration, dans l'ensemble, qui fait la propagation du virus. Si, nous, dans notre profession... La majorité de la majorité a fait attention. La majorité a mis les protocoles en place. Il y a eu de gros efforts de fait. Il y a eu moi, le premier, quand j'ai vu les protocoles... Vous avez vu le protocole, plus de masques transparents. Vous avez vu, c'est tombé. C'est interdit, alors que les restaurateurs optaient pour ce masque mentonnière. Celui-ci sera interdit. Enfin, c'est un détail, mais... Oui, mais c'est des détails qui vont vous peser. Qui peut nous peser par rapport à la relation qu'il y a avec le client. Mais surtout que là, les protocoles qu'on nous a demandé de mettre en place il y a quelques mois, on était, et je vous dis, moi le premier, à dire, ouais, c'est catastrophique, comment on va faire? On les a fait. On a mis les distanciations sociales, on a diminué le nombre de couverts de l'établissement, etc., etc. Et vous avez perdu du chiffre d'affaires. Et on a perdu du chiffre d'affaires, on assume. Mais là, on veut quoi? Que ce soit réservé maintenant à des groupes financiers
qui ont les reins solides. Qui sont les plus costauds. Qui sont les plus costauds. Et les indépendants vont doucement disparaître. C'est ça. D'où l'OPA agressif contre l'artisanat par rapport à ces situations-là. Stéphane, vous me parliez de Xavier de Namur, vous dites c'est la magie de l'Internet, ça marche toujours très bien, parfois ça marche moins bien. On est avec Xavier de Namur. Bonjour Xavier, je pense que vous êtes avec nous et que vous nous entendez. J'espère. Oui, formidable. Oui, c'est magique. Hein. Alors Xavier, vous êtes à la tête de 5 restos, dont les philosophes. On vous avait beaucoup entendu à l'époque, il y a quelques années maintenant. Là, vous reprenez la parole. Je précise que vous êtes à Toulouse, Xavier. Je ne sais pas si je peux le dire, mais vous êtes en train d'apprendre la recette du cassoulet, c'est ça, pour la petite histoire? Non. Je suis en train de faire un tournage pour France 5 pour le doc du dimanche sur le cassoulet. Est-ce qu'il y a du vrai cassoulet encore à Marseille, à Toulouse. Je sais pas pourquoi je parle de Marseille, parce qu'ils ont ouvert à Toulouse. Est-ce qu'on trouve encore du vrai cassoulet dans les restaurants, des cassoulets faits maison? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et ce qui sera diffusé sur France 5, j'imagine, dans un doc du dimanche dans quelques mois. Donc vous êtes un goûteur de cassoulet. Oui. D'accord. Xavier, une question au-delà de l'activité que vous avez aujourd'hui qui fait que vous êtes en province. Dans quel état d'esprit vous êtes, Xavier, là, aujourd'hui? Parce que je l'évoquais avec Stéphane, que vous connaissez bien, cette espèce de dichotomie entre les restaurants peuvent ouvrir, mais enfin avec des jauges très basses, les bars, eux, ferment. Cette espèce de distinguo entre je prends un café debout, je prends un café assis. J'ai perdu le son. Xavier, est-ce que vous nous entendez? J'ai perdu la moitié. J'entends la moitié du son. J'ai entendu que vous me demandiez si c'était compliqué avec la moitié des jauges. Exact. J'ai pas entendu la suite. Bon, dans quel état d'esprit vous êtes, Xavier? Alors moi, je suis déjà par rapport à beaucoup de mes collègues, je suis pas content, mais pas si mécontent parce que au moins on reste ouvert. J'ai entendu Stéphane qui lui il crie vraiment dans l'idée que c'est la catastrophe. Alors que c'est vrai que c'est pas génial et que c'est. Moi, je fais même pas. J'ai pas fait. Pas doute. 60%, on sera peut-être encore à moins 70% si avec les nouveaux. Mais précisément. Alors, qu'est-ce qu'il est possible de faire ou pas? Juste un dernier mot, parce que la connexion passe très très mal. La dichotomie bar et restaurant, est-ce qu'il n'y a pas moyen de vous unir? Excusez-moi, je ne cherche pas à tout prix à faire la révolution des restaurateurs, mais vous dites, moi je suis content, je suis ouvert, mais les bars sont fermés. Vous êtes tous dans le même bateau, non? Alors oui, enfin, bon, pas complètement, parce que les gens qui ont des bars purs, comme les boîtes de nuit, eux, sont complètement fermés. Ceux qui ont des restaurants, vont avoir des protocoles très stricts qu'on va... Alors, on est resté sur 1 mètre normalement, donc on ne devrait pas beaucoup changer ce genre de choses. On a, par contre, quelque chose supplémentaire comme relever les identités des clients et tout. Je ne suis pas sûr que ça marche. Par contre, l'avantage qu'on a par rapport à la semaine dernière, c'est qu'on peut, je dirais, continuer de servir et de servir normalement jusqu'à 2h du matin. Et on peut aussi servir finalement, pour ceux qui servent un peu de limonade ou de café le matin, etc. Logiquement, ce qu'a dit le préfet, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc on peut logiquement servir un café avec un croissant, un petit déjeuner, puisque finalement c'est aussi un repas. Il y a un débat, si je peux me permettre, Xavier, sur cette question-là, parce que si l'activité de bar n'est pas autorisée, on ne peut prendre le café qu'assis. Enfin, c'est comme ça que vous l'avez entendu. Ah oui. Alors moi, je rappelle que depuis vendredi, j'ai annoncé que je fermais mes comptoirs. Donc j'ai fermé mes comptoirs depuis samedi. Enfin, mes comptoirs sont fermés. J'en ai 3 qui sont fermés. C'est possible que je ferme même carrément les endroits parce que si je comprends le texte, on ne peut rester ouvert que s'il y a une cuisine dans l'établissement. Si tel est le cas dans le texte, je fermerai aussi 2 de mes établissements. Mais sinon, le reste, encore une fois, si on peut... Moi, ce que je disais hier, j'avais mon boulanger qui me disait il faut arrêter de commander... Enfin, il y avait beaucoup de collègues qui avaient arrêté de commander des croissants, de la viennoiserie pour les petits déjeuners. J'ai dit non. Pour l'instant, si on fait des petits déjeuners le matin, qu'on est restaurant, en tout cas brasserie, un petit déjeuner, c'est un repas. On a logiquement le droit de servir le petit déjeuner le matin. Donc, mais en attendant, avant d'avoir des interprétations où tout le monde il va du sien. Hier, j'étais sur CNews, on entendait le présentateur qui dit oui, on va prendre la température. C'est pas du tout dans le protocole. Donc, attendons d'avoir si ce protocole est écrit aujourd'hui. Alors, c'est vrai, c'est un peu bizarre du gouvernement. Moi, ce que je trouve un peu étrange, c'est d'attendre aussi longtemps pour écrire un protocole. On est d'accord. Mais vous, Xavier, on entend votre discours. Vous dites, globalement, moi, je suis un restaurateur, je dirais, mature. Je vais me plier aux règles qu'on m'impose. Tout le monde a joué le jeu, mais vous n'êtes pas en train de tomber un peu fou, je veux dire, avec des restaurateurs qui vont rester à moitié ouverts, d'autres qui vont fermer. Dans quel état d'esprit, je dirais même psychologique, vous êtes? Moi, la chose, c'est qu'effectivement, d'un point de vue économique, c'est une catastrophe. Alors, on a effectivement le chômage partiel. Qu'est-ce qu'on va avoir comme aide de l'État? Pour moi, comme Stéphane, qui faisons plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, logiquement, on n'a rien pour l'instant.
la chose est que moi, je suis plus dans l'état d'esprit de rester vivant, de rester en vie, de rester ouvert et de dire, OK, il y a un virus, il y a un problème, mais on participe aussi à cette lutte. On nous infantilise pas, on reste ouvert, on nous responsabilise et on montre qu'on peut être des agents de pédagogues, comme on est des pédagogues du goût, de pédagogues d'une diffusion d'un message de santé publique en disant à tous nos clients, portez le masque partout ailleurs, à tous les étudiants, à tout le monde. Faites en sorte d'avoir le masque, faites en sorte de respecter les gestes barrières pour qu'on puisse rester ouvert. Au moins, même si ce n'est pas économiquement viable, au moins on est ouvert. Ouais, merci. Restez une seconde avec nous. Je vous saluerai, à moins que vous soyez obligé de partir pour un cassoulet brûlant, mais restez encore quelques minutes avec nous. Stéphane, c'est intéressant ce qu'il nous dit, parce qu'il y a eu un autre débat qui a été soulevé juste avant que le couperet tombe, qui était de dire, mais attendez, on ne peut plus aller dans les restaurants, mais les gens vont se rapatrier chez eux dans des conditions sanitaires qui, elles, ne vont pas être respectées. On ne respectera pas les règles. On les respecte mieux dans un resto. C'est pour ça que Xavier a complètement raison. Vaut mieux, c'est vrai qu'économiquement parlant, c'est une catastrophe, mais sanitairement parlant, vaut mieux venir au restaurant avec toute la traçabilité qu'il y a. Donc là, la distanciation, le respect, donc, sanitairement parlant, de tout ce qu'on a mis en place, et au moins que les gens ne font pas n'importe quoi. Et c'est vrai que, comme Xavier a dit, il vaut mieux avoir le masque partout, respecter les choses pour qu'au plus vite on soit débarrassé de tout ça. Mais encore une fois, ce n'est pas les restaurants qui font la propagation de ce virus. Parce que venir une fête sauvage ou un repas sauvage, quelque part, c'est comme ça que ça va devenir. À la maison, là, il y a un danger, là. Il y a un vrai danger. Bien sûr. Dans l'espace privé. Juste d'un mot, parce que Xavier évoquait quelque chose d'intéressant qui est assez technique et pointu, qui doit se négocier, je dirais, dans les arcanes du ministère de l'économie. C'est votre chiffre d'affaires à 2 millions, ça veut dire que vous n'avez pas d'aide. On en a au-dessus, en dessous, c'est quoi la règle? Voilà, là, on fait à peu près 2 millions, on est juste fleur, et on n'a pas d'aide. Donc c'est vraiment le gros souci, c'est qu'on est entre les deux. Mais après, on a des aides à quel niveau? Je ne sais plus exactement, là je les ai plus en tête, mais en deçà, à 1 million on a les aides, 1,5 million on commence. Vous êtes trop au-dessus? On est trop au-dessus. Donc ils considèrent que votre chiffre d'affaires étant trop élevé, on est des nantis. Vous avez assez d'argent pour vivre. Exactement. Chose que non, malheureusement, le 2 millions de chiffre d'affaires, c'est pas l'argent qu'il y a. Je n'ai pas 2 millions sur mon compte. C'est pas comme ça. C'est le chiffre d'affaires, on a bien compris. Oui. On est une entreprise économique. Exactement. Oui, le chiffre d'affaires, c'est pas le résultat net. J'aimerais avoir les 2 millions sur mon compte. Oui, le résultat net à la fin de l'année. C'est pas ça. C'est pas ça, bien sûr. Il faut payer les fournisseurs. On travaille, on travaille pas avec une grande enseigne. On a des fournisseurs. On a des prix qui sont juste par rapport à nos fournisseurs. Et voilà. Donc on a une multitude de. Nous, on a à peu près 150 personnes autour de nous. 150 personnes, ça fait du monde. 150 personnes, vous évoquiez tout à l'heure les fournisseurs, les éleveurs, les maraîchers, ça va jusqu'à l'alcool, le vin. L'alcool, le vin, la personne qui va nous faire les fleurs, les herbes, la céramique, même l'art de la table. Moi, je travaille à la maison Perceval. Là, je suis arrivé au bout des couteaux tout simples. Tu pourrais dire, mais les couteaux, tu vas te chercher ça à Carrefour. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que c'est l'art de la table. Il y a l'art de la table. Il y a l'art de notre métier. Mais avant de nous quitter, là aussi, je vous la pose un peu abruptement parce que vous êtes en train de recevoir des centaines et des centaines de messages de restaurateurs, de gens qui tiennent des bars partout en France. Vous êtes, sans le vouloir, devenu un peu leur porte-parole. Vous allez en faire quoi de tout ça, de tous ces messages? On essaye au quotidien. C'est mon épouse, c'est ma femme qui s'en occupe. Voilà, elle répond tout le temps. On est tout le temps justement en interaction avec ça. C'est vrai que ça demande du temps. Qu'est-ce qu'on va en faire? On s'est jeté dans cette bataille avec les assurances le 13 mars, non pas parce qu'on avait un but de quelque chose. Assurances qui n'ont pas répondu positivement on s'est jeté dans cette bataille parce qu'on a dit stop. Moi, à un moment, j'ai dit stop, il faut arrêter. On a eu les gilets jaunes, on a eu les mouvements sociaux, on a ceci, on a cela. Stop, on arrête là. Là, la guerre économique qu'on est en train de vivre là va nous faire plus de morts que les guerres sanitaires. Alors on arrête. On va commencer à avoir une stratégie peut-être un peu plus globale et d'essayer de se réunir. L'assurance, vous avez abandonné le combat? Non, pas du tout. On a signé, nous, AXA. Là, on a eu le premier, on l'a signé au tribunal de commerce sur justement leur manque de devoir de conseil qu'ils n'ont pas fait, etc. Bon, ce serait trop long à évoquer. Avec un débat sur le fait que dans la clause, il fallait qu'il y ait pandémie. Alors il y a tout le débat juridique. Complètement. Il n'y a pas le mot dans certains contrats et dans certains il existe. Donc, exactement. Donc nous, on les a pris à l'envers sur on les a vraiment sur leur obligation de devoir de conseil. Donc là, et on passe le fin octobre, si je ne me trompe pas. Fin octobre, donc pour là, une décision. On verra vraiment une décision concrète sur le fond. Et j'ai reçu un avenant avant-hier, le vendredi dernier, où là, comme quoi les clauses magiques, pandémie, etc., risque viral, étaient dedans, avec une augmentation des primes.
D'accord. Évidemment, ça augmentait mécaniquement la prime. Bien entendu. C'est assez logique. L'avenir, pour vous, c'est quoi en 2 mots? Vous regardez comment l'avenir? C'est comme disait Xavier, on va rester combatif, on va rester vigilant par rapport à tout ce combat. Et on va rester surtout protecteur de nos clients, protecteur de nos artisans et protecteur de nos collaborateurs au restaurant. Et voilà, malheureusement, économiquement parlant, c'est une catastrophe, mais on doit absolument tenir bon. Xavier, avant de nous quitter, l'avenir, vous le regardez comment? Parce que là, tout à l'heure, j'ai entendu Stéphane qui dit, mais voilà, je suis un peu celui qui porte la lumière, quoi. J'ai une petite lumière et puis j'essaie d'éclairer. Vous aussi, à votre manière, vous essayez d'éclairer, de garder espoir? Oui, il est clair qu'il faut dire j'étais pas d'accord avec Philippe Etchebest qui qui voulait mettre tous des brassards noirs. Moi, je pense que c'est plutôt le brassard vert qu'il faut mettre, un brassard d'espoir. C'est-à-dire que même si c'est compliqué, etc., alors c'est vrai qu'il y aura des dégâts. Il y aura des entreprises qui ne vont pas se relever parce que c'est triste, mais c'est comme ça dans la vie économique aussi, qui est là au-delà de ces crises, au-delà de tout ce qu'on pouvait penser. Mais il faut quand même essayer de trouver des solutions. Alors ceux qui, comme moi, avons des affaires ou du patrimoine, on va vendre pour pouvoir résister. Alors après, Stéphane parlait des assureurs. Moi, je suis aussi chez AXA. Bon, moi, c'est pas du tout la question de ce dont il parle. Moi, pour l'instant, j'essaye de faire en sorte que AXA garantisse ce qu'il garantit, c'est-à-dire que sa signature a valeur de signature. C'est-à-dire qu'on a payé des primes pour une perte d'exploitation au titre, je dis bien, de la fermeture administrative et rien d'autre. Et moi, je demande juste à AXA, pour l'instant, pour ceux qui ont la chance d'avoir, je ne sais pas si Stéphane a ce contrat, de honorer sa signature. C'est tout ce que je demande. Oui. Et ensuite, je demande au gouvernement d'accompagner, c'est-à-dire par exemple, pour les prêts PGE, comme Stéphane a dû l'en prendre, de reporter d'1 an la première échéance, et ensuite d'assumer pour les bars et les boîtes de nuit, s'ils doivent donner réellement avec le fonds de soutien auquel les assureurs normalement abondent, de donner réellement 10 000 € par mois de fermeture. C'est vraiment le minimum parce que 1 500 € pour seulement les petits restaurants qui ont 1 500 €, vous ne pouvez pas vivre. Oui, bien sûr, c'est des précisions importantes, évidemment. Cette question du PGE, on la retraitera évidemment parce qu'il y a les mensualités, puis certains évoquent même l'idée de ne pas pouvoir payer les cotisations. Ils ont commencé déjà à alerter le gouvernement. PGE plus cotisation de retard, plus les loyers décalés. En un mot, c'est quasiment mission impossible. Merci Stéphane Gégaud, merci Xavier. Merci. Bonne émission à vous, évidemment, à Toulouse. Je ne sais pas s'il fait beau du côté de Toulouse. Bonne émission et bon cassoulet. Merci Stéphane, bon service de midi et ce soir, parce que votre restaurant reste ouvert. Vous êtes un peu effectivement des lumières dans la nuit. Il faut rester ouvert. Il faut garder l'espoir. Il faut garder l'espoir, il faut rester ouvert et il faut vraiment être solidaire. Merci Stéphane d'être venu sur le plateau. Je précise que le responsable de l'UMI est bloqué dans une négociation justement avec le gouvernement. Le message vient de me parvenir parce qu'on est en direct. Évidemment, il est tout excusé parce qu'il est en train de négocier évidemment pour la profession. Tout de suite, ces fenêtres sur l'emploi. Pour terminer, on parle du Covid, et oui, encore, et des femmes. C'est tout de suite. Le Covid dans Fenêtre sur l'emploi. Alors on a souvent l'habitude de faire des éclairages sur les chiffres de recrutement, d'embauche, et on le fait souvent. Là on fait un focus aujourd'hui parce qu'on parlait justement des restaurateurs, un focus sur le Covid avec Amélie Favre-Guittet. Alors je booste, non, vous voulez que je vous présente comment aujourd'hui? Non, aujourd'hui Talent Management. Talent Management, ça vous va? Ça me va très bien. Il y a une étude intéressante, alors elle n'est pas que française, c'est intéressant de le préciser, sur l'impact du Covid, on le voit sur les restaurateurs, mais sur les femmes, sur le fait que ce sont les premières à être impactées par le chômage. Elles sont les premières. Pourquoi d'ailleurs, Amélie? Qu'est-ce qui se passe? C'est une enquête du cabinet de conseil McKinsey au niveau mondial, comme on le disait, parce que déjà elles sont surreprésentées dans les métiers qui ont été le plus touchés. On en parlait juste avant. L'hôtellerie-restauration, 54% ce sont des femmes qui travaillent. Le commerce, plus de 43%, ce sont des femmes qui travaillent dans une boutique. Secteur impacté. En tant que vendeuse, en tant que responsable de boutique, responsable région, elles sont les premières impactées. Toute la partie du culture. On a aussi beaucoup tout ce qui est lié un peu aux loisirs. Les centres de loisirs, c'est souvent des femmes. Elles sont les premières impactées. Et puis des métiers support, métiers d'accueil, de réception. Et c'est vrai que c'est des métiers qui sont impactés. De l'événementiel aussi, l'événementiel, on l'oublie. Au-delà du diagnostic
diagnostic, ils affinent cette étude. On a un chiffre, hein, c'est 1,8. 1,8, oui. C'est ça. Hein. 2 fois. Quand un homme risque de perdre un emploi, pour la femme, c'est 1,8 fois plus fort, plus impactant. Donc ça, c'est l'étude McKinsey. Vous, pour ramener, je dirais, à la France, qu'est-ce que devrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce qu'une fois qu'on a fait ce diagnostic, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Il y a déjà des choses qui existent, heureusement. L'État a mis en place la partie formation pour toutes les personnes qui étaient au chômage partiel. Pour récupérer. Donc, c'est les inviter vraiment à continuer à se former pour peut-être pour penser autrement aussi la carrière. C'est aussi important. Et réorienter sa carrière? Parce qu'on n'est pas obligé de tout. Aujourd'hui encore plus, on se reconvertit, on fait plein de choses. Donc c'est peut-être l'occasion justement du chômage partiel de partir sur autre chose. Puis après, il y a toujours la partie sensibilisation, formation auprès des entreprises. Nos chères entreprises qui ont signé la charte de la diversité, qui communiquent sur une partie RSE, entreprise innovante, bienveillante. Ça, c'est de la RSE, ça, pur. C'est le moment de le montrer. Montrez-nous que vous êtes capable de soit garder des collaboratrices, soit d'adapter, soit des adapter, ou d'adapter d'ailleurs leur poste, puisqu'en fait, il est aussi question de peut-être reventiler. On le voyait en début de l'émission. Tout à fait. Les postes du numérique et de la tech dominés par les hommes, et l'entreprise essayait de les intégrer assez. Il y a un débat que vous portez avant de nous quitter, c'est la formation initiale. Il faut aussi que les formations initiales pour les femmes soient porteuses. Il faut aller leur montrer les métiers, les secteurs, montrer les possibilités. Sinon, ils n'accèdent pas à ces emplois. Et que ce n'est pas incompatible avec la vie de famille. Parce qu'on peut aussi partager la charge domestique, même si aujourd'hui 75% des femmes s'en occupent. Et avec le confinement, ça a eu une augmentation de plus de 20%. J'invite ces hommes à s'occuper un peu plus des enfants et de la cuisine. C'est bien, le message est passé au-delà de cette étude McKinsey à découvrir, parce qu'elle est effectivement assez intéressante et elle est globale. Et elle impacte tous les pays du monde d'ailleurs, et toutes les femmes du monde impactées par ce Covid, car c'est une pandémie planétaire. Oui, tout à fait. Merci Amélie Fabre-Guittet d'être revenue comme chaque mardi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle petite tribune, rubrique. Merci à vous qui nous regardez et qui réagissez ou interagissez d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Je vous remercie. Et puis on se retrouve demain, bien entendu, pour de nouveaux invités, de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. À demain. Bye bye.